Alors bonjour, bienvenue à ce dernier volet pour le cours d'éducation et changement social à la maîtrise en éducation à l'Université d'Ottawa. Donc notre dernier volet porte sur les changements technologiques. La première chose, c'est que à laquelle voulais vous amener à réfléchir. Je vous ai mis là une ligne du temps que vous reconnaissez possiblement. C'est une ligne de temps basée sur une périodisation typique en Occident, donc relativement eurocentrée. Là. Une périodisation, c'est aussi une construction. On aurait pu périodiser autrement et d'autres sociétés périodisent autrement, mais disons que dans les curriculums d'histoire en Occident, c'est généralement la périodisation qui est utilisée. Et si vous regardez la dernière période historique, donc l'époque contemporaine, elle commence en 1789. Et donc, il y a certaines personnes qui se demandent, certains commentateurs, certains historiens, qui commencent à se demander, est-ce qu'on est encore dans l'époque contemporaine ou serait-on maintenant dans une époque numérique? Est-on dans une nouvelle ère? Et là, à ce moment-là, est-ce que ce serait, par exemple, l'invention d'Internet qui serait la date qui nous amènerait vers cette nouvelle ère? On n'a probablement pas le recul pour encore dire qu'on est dans une nouvelle ère. C'est le futur qui nous le dira pour être bien cliché. Mais c'est tout de même un questionnement qu'il faut avoir. Notre vie a changé fondamentalement depuis l'arrivée d'Internet. Pensez à comment vous en êtes dépendant, comment ça est difficile aussi de s'écarter de tout ça, même quand on s'en va dans une fin de semaine ou une semaine où on essaie de débrancher. Donc, notre vie est liée à ce changement-là important. Et donc, c'est une question, à savoir est-ce qu'on est entré dans une nouvelle ère? C'est une réflexion que vous pouvez avoir si vous voulez. Est-ce que le temps nous amènera à dire qu'il y avait eu là un changement? Vous voyez ici, l'époque moderne était 1492, donc là on fait référence au voyage de Christophe Colomb vers l'Amérique, mais parfois on choisit la date de Gutenberg et de l'écriture, pas de l'écriture, pardon, de l'imprimerie, pour choisir aussi le début de l'époque moderne. Donc tout ça dépend aussi des choix des historiens, de ceux qui écrivent les livres d'histoire. Mais l'invention d'Internet pourrait être considérée comme un événement suffisamment important pour changer de période historique. Vous aviez 4 lectures cette semaine. On avait Collin et Carsanti, qui est un texte de 2013. Donc, je ne vais pas vous le résumer ici. Je vous ai sorti une phrase que je trouvais particulièrement intéressante. C'est que souvent, quand on s'intéresse à la technologie à l'école, on le fait peut-être un peu trop en vase clos, c'est-à-dire qu'on va regarder ce qui se passe dans les écoles, ce qu'on peut faire comme pédagogie en lien avec un logiciel en particulier, par exemple, mais on ne va pas aller se questionner sur ce qui se passe à l'extérieur de l'école et comment ça a une influence sur ce qui se passe à l'école. Donc, d'aller voir toutes les activités en lien avec les technologies au niveau de la société. Donc, on nous dit les activités économiques, politiques, sociales et éducatives. Donc, pour comprendre toutes les dimensions socioculturelles qui sont liées à l'intégration des technologies. Deux concepts sur lesquels, si vous faites quand vous ferez la lecture, vous attirerez, votre attention sera attirée vers deux concepts en particulier, celui de la fracture numérique et celui des natifs et des immigrants numériques. Et là, vous allez voir que les deux textes, les deux premiers textes en français que vous avez à lire vont vous parler des simplifications excessives de ces termes-là. Mais il reste que c'est des termes qui sont souvent utilisés, donc c'est important d'aller les comprendre. Donc, le texte de Collin et Carsanti nous rappelle une chose aussi, c'est que peut-être qu'on a des élèves qui travaillent beaucoup avec la technologie, mais il y a certains des aspects qui doivent être beaucoup plus développés et qui ont un rôle pour l'éducation. Pour ça, on parle aussi des fonctions créatrices, par exemple, des fonctions créatrices et collaboratives, des outils technologiques qui doivent être développés. Ce type d'habileté-là doit être développé davantage chez les élèves. À avoir vu plusieurs sujets choisis pour le travail 2A. Je dirais aussi que tout ce qui est des habiletés sociales en lien avec les réseaux sociaux
Donc, tout ce qui est intimidation et tout ça, ça aussi, est-ce que l'école a un rôle ou pas à jouer? Tout ce qui est aussi les fausses nouvelles, les fake news, à les détecter, les biais dans les productions médiatiques. Donc, est-ce que l'école a un rôle à jouer, oui ou non, et comment? Donc, tout ça, c'est des choses qu'il faut développer chez nos élèves et qui sont en lien avec le numérique. Je fais juste un petit avertissement. Le texte, il date de 2013. Ça peut sembler fou de dire que c'est un vieux texte, mais vu le sujet, oui, c'est comme un sujet qui commence à dater. Surtout quand on sait comment fonctionne ce type de revue. C'est probablement que l'article a été soumis en 2011 ou 2012 pour passer au travers d'un système d'évaluation par les pairs, pour ensuite passer au travers de corrections multiples, pour ensuite être publié. Donc, on commence à avoir un texte qui date parce que les logiciels, tout ça, ça change d'année en année et très, très rapidement. Mais il y avait une réflexion qui me semblait importante, à savoir qu'il faut éviter de stéréotyper la génération des jeunes vers des jeunes qui savent automatiquement comment utiliser la technologie, mais pour voir que la question est beaucoup plus complexe que ça pour les enseignants aussi. Vous aviez un deuxième texte qui est bien en lien avec le premier, qui lui date de 2018, mais encore une fois, qui reprend une étude de 2011. Donc là aussi, il faut remettre ça dans son contexte. Une étude qui commence aussi, elle aussi, à dater. C'est une enquête au niveau collégial québécois, mais on va aller identifier 3 catégories d'étudiants qui ont participé au sondage. Donc, on a des natifs numériques, des pré-natifs numériques et des immigrants numériques. Et on fait référence, je crois, à un endroit dans l'article à des enquêtes plus récentes qui mettraient même une 4e catégorie pour ceux qui sont nés encore plus tard que 1991. Donc, on veut aller voir, est-ce que c'est un mythe, cette idée de natif numérique ou pas? Et là, je vais vous laisser découvrir la réponse vous-même en lisant le texte. Ça ne vous surprendra probablement pas que le texte de Unwin et Yandel est mon préféré de cette semaine, de ce volet. Donc, c'est un texte qui date de 2016, qui provient d'un chapitre. Ce chapitre-là est dans un ouvrage un essai plus complet qui est disponible à la Bibliothèque Morisset si vous le souhaitez à l'Université d'Ottawa. Mais dans cet essai, on regarde les changements en éducation et un des volets, c'est les changements par rapport aux technologies. J'ai trouvé ça intéressant parce qu'on avait d'abord des éléments historiques, hein, donc on allait regarder comment le cinéma, la radio, la télévision, quand c'était arrivé comme changement technologique majeur, qu'est-ce qui avait été dit par rapport à l'éducation en lien avec ces technologies-là. Donc, c'est particulièrement intéressant d'aller lire ces éléments-là. Et il y a aussi qu'on peut faire des liens avec les volets 1 et 2. Parce qu'on revient sur la forme scolaire et cette forme scolaire un peu industrielle, des fois on avait utilisé le terme carcéral aussi, qui est un peu poussé, mais tout de même, qui nuit à l'intégration des technologies. Donc, les liens avec Delvaux, avec Bouon, avec Van Hoven aussi. Donc, vous pouvez faire entre ce texte-là et ce que vous avez vu au volet 1 et 2. Et là, vous avez à la page 55, une belle citation sur le fait qu'il ne faut pas simplement assumer que on amène une technologie à l'école, nécessairement, il y a eu une amélioration des techniques pédagogiques. C'est beaucoup plus complexe que ça. Puis vous avez une collègue qui, dans la classe, a publié sur le forum de discussion, je crois que c'est le TPAC, si je me trompe pas, vous pouvez aller voir ça sur le forum général de discussion. Et c'est vraiment des étapes à suivre pour voir est-ce que mon intégration des technologies amène un changement pédagogique innovant ou pas. Donc, j'ai trouvé ça très intéressant et je vous invite à aller regarder ça vous aussi.
Ah, j'aimais bien aussi ces quatre petits points-là. On peut les voir soit comme des étapes pour l'enseignant qui décide d'utiliser les technologies ou même des types d'enseignement avec la technologie. Puis la façon que c'était écrit, je trouvais ça assez intéressant. C'est à la page 62. Je vous laisse regarder ça aussi. Puis vous aviez deux exemples plus concrets de projets qui se sont faits dans des écoles, aux pages 67 et 68, World Reader Ghana et Wikimedia South Africa. Et ces deux exemples-là, je pense qu'il y a des belles choses à faire pour faire des liens avec le volet 3. Un dernier texte beaucoup plus long, un article de 2016 de Kane Hodgin et Edmund Adal. Et celui-là s'intéresse vraiment à la question de la citoyenneté numérique. Euh, j'ai lu vos travaux 2A, il y en a plusieurs qui vont aller vers ces sujets-là et je pense que c'est un texte assez intéressant pour vous. Donc, le changement social, c'est l'action citoyenne, mais l'action citoyenne, maintenant, elle ne peut plus s'étudier sans regarder la citoyenneté numérique, sans aller voir qu'est-ce qu'on fait à partir des technologies, quels sont les avantages et les inconvénients de cette technologie-là. Euh, En Ontario, si on prend le cadre spécifique de l'Ontario, on a l'éducation à la citoyenneté qui devrait être vue dans toutes les matières. Et qu'est-ce que ça implique au niveau des technologies, cette éducation à la citoyenneté? Ça va ensemble. Donc, allez regarder cet article-là et surtout la figure de la page 9 est particulièrement intéressante. Donc, dernier volet, dernière question aussi sur le biais. Donc, vous l'avez ici, on parle du virage numérique en éducation, c'est partout. Et il y a des pratiques, on ne va pas dire que ça n'existe pas. Il y a des choses qui se font dans les écoles, dans des conseils scolaires. On essaie de mettre des choses en place, mais on sent toujours qu'on tarde à s'adapter ou que c'est jamais assez ou assez rapidement. Donc, la question, c'est est-ce que l'école peut répondre de manière efficace aux changements technologiques rapides? Et si oui, ou sinon, comment? Et pourquoi elle peut y répondre ou pourquoi elle ne peut pas y répondre? Donc, voilà, c'est la fin du volet. Je vous souhaite de belles lectures.